Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procédé. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Pour ce deuxième épisode spécial Noël, on va retracer l'histoire de Laci Peterson, une future maman qui semblait vivre le rêve américain, en tout cas en apparence. Malheureusement, tout a basculé le 24 décembre 2003, alors qu'elle était proche de sa date d'accouchement. Et peu à peu, l'illusion d'une vie paisible et calme s'est dissipée pour laisser place à une histoire pleine de rebondissements digne d'un film hollywoodien. Cette affaire, qui est tout aussi passionnante que terrifiante, a eu une ampleur médiatique semblable à celle de O.J. Simpson, en raison de leurs points communs. Comment une jeune femme, enceinte de 8 mois et demi, a-t-elle pu disparaître la veille de Noël sans ne laisser aucune trace ? Encore une fois, vous allez voir que l'histoire de ce podcast est bien loin de ressembler à un conte de Noël. Aujourd'hui, dans la Minute de l'Horreur, zoom sur la disparition de Laci Peterson. Laci est née le 4 mai 1975 en Californie. Ses parents, Sharon et Dennis Rocha, qui sont amoureux depuis leur rencontre au lycée, ont un autre fils, de 4 ans son aîné, Brent Rocha. La petite Laci grandit dans la ferme de son papa où elle commence à travailler très jeune. Elle aime jardiner avec sa maman et elle adore la nature en général. Alors qu'elle est encore très jeune, ses parents divorcent et Sharon déménage dans la ville de Modesto avec les enfants. Quelque temps plus tard, Sharon va rencontrer Ron, elle tombe directement sous son charme et l'épouse en 1977. Ron s'occupe de Laci et de Brent comme si c'était ses propres enfants. De son côté, leur père biologique Dennis se remarie également avec une femme qui a déjà un fils. Ensemble, ils ont une fille, Amy. Laci grandit donc paisiblement entourée de 2 familles qui l'aiment. Le lycée et le collège se passent très bien, elle fait partie des cheerleaders. Lorsqu'elle obtient son diplôme de fin d'études, c'est une jolie jeune femme enthousiaste qui intègre la California Polytechnic State University pour se spécialiser en horticulture. Alors qu'elle rend visite régulièrement à une amie qui travaille dans un café, c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un de ses collègues, Scott Peterson, en 1994. La séduisante jeune femme d'1,55 m tente le tout pour le tout et lui laisse son numéro de téléphone. Après cette première rencontre, elle dit à sa mère qu'elle vient de rencontrer l'homme de sa vie, celui qu'elle allait épouser. Scott rappelle Laci et l'invite pour un premier rendez-vous. Petit à petit, les 2 amoureux se rapprochent et leur relation devient plus sérieuse. Mais qui est Scott Peterson ? Est-il digne de confiance ? Va-t-il avoir un rôle à jouer dans la disparition de Laci en 2003 ? Scott Lee Peterson naît le 24 octobre 1972 à San Diego, en Californie. Il est le fils de Lee Arthur Peterson, un entrepreneur qui dirige une manufacture de caisses de bois, et de Jacqueline, a.k.a. Jackie, qui est la propriétaire d'une boutique. Avant d'avoir Scott ensemble, ses parents ont eu 6 enfants d'unions différentes. Scott grandit donc dans une grande famille dans le quartier de la Jolla, où il partage une chambre avec son demi-frère John. Il intègre une université où il se spécialise en commerce international, puis en commerce agricole. Scott est un élève modèle. Tous les professeurs rêveraient d'avoir une classe remplie de Scott Peterson. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Il va rencontrer Laci en 1994. Ils vont tomber amoureux. Mais alors qu'il a à peine rencontré Laci, il supplie en même temps son ex-petite amie de revenir avec lui. Le 9 août 1997, le couple se marie et c'est vraiment un mariage féerique dans un cadre sublime. Mais malgré ce mariage, Scott n'en reste pas moins infidèle. Certaines sources attestent même avoir vu Scott flirter avec une des serveuses la veille du mariage. 1 an plus tard, Scott obtient son bachelor en commerce agricole et le couple achète un bar sportif qu'ils vont gérer ensemble. Au début, le bar a un peu de mal à se constituer une clientèle, mais petit à petit, les affaires vont bien marcher. En 2000, le couple décide de fonder une famille, ils vont donc vendre ce bar et s'acheter la maison de leurs rêves à Modesto, la ville natale de Laci, dans un quartier aisé de la ville. S'ils ont les moyens de s'offrir une maison, c'est grâce au nouvel emploi de Scott. Il est représentant d'une entreprise espagnole d'engrais qui souhaite s'implanter aux États-Unis.
Scott est responsable des ventes sur la côte ouest, il vend des systèmes d'irrigation, des fertilisants, des nutriments chimiques et d'autres produits de ce type à des grandes fermes et à des producteurs de fleurs en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique. Scott part donc régulièrement en voyage d'affaires en Europe ou aux États-Unis. Il gagne près de $5 000 par mois et de son côté, elle, Lacey, travaille en tant que professeur mais décide de quitter son travail lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte et qu'ils vont avoir un fils. Elle veut entièrement se consacrer à sa nouvelle vie de maman. Les membres de sa famille la décrivent même comme la femme au foyer idéale. Lacey adore cuisiner, faire des gâteaux et s'occuper de la maison. Elle aime recevoir, être le centre de l'attention et organiser des dîners à thème. Ses proches se souviennent de Lacey et Scott comme un couple parfait qui prenait les décisions ensemble et qui ne se disputait jamais. En 2002, lorsque Lacey annonce sa grossesse, le couple choisit le prénom de leur fils, Connor. Mais encore une fois, alors que tout semble parfait pendant la grossesse de Lacey, Scott entame une liaison avec une masseuse nommée Amber Frey. Alors qu'en facette, le couple vit une relation parfaite, ils sont heureux dans leur travail, dans leur vie de famille, dans leur vie sociale. Dans l'ombre, Scott n'arrive pas à rester fidèle. Il trompe Lacey à plusieurs reprises. Lacey attend donc son premier enfant, mais elle ne sait pas qu'elle n'arrivera jamais au terme de sa grossesse. Le 24 décembre 2003, le jour de la disparition de Lacey, Scott se réveille vers 8h30. Lacey, elle, est déjà réveillée en raison de ses nausées matinales. Il quitte la maison aux alentours de 9h30 pour aller pêcher à la Berkeley Marina. Lacey est presque à son terme. Son ventre est énorme, elle a du mal à faire des activités physiques, mais elle décide quand même de préparer son brunch de Noël. Une voisine, Karen Serva, trouve Mackenzie, la chienne Golden Retriever de Scott et Lacey, errant toute seule dans les rues avec une laisse autour du cou. Elle décide d'emmener Mackenzie jusqu'au jardin clôturé du couple et un autre voisin va lui aussi apercevoir le chien. Aux alentours de 16h45, Scott rentre de la pêche. La voiture de sa femme est garée devant le garage. La maison est déverrouillée et Mackenzie l'accueille avec une laisse boueuse autour du cou. Scott rentre dans la maison, mais à ce moment-là, Lacey n'est pas là. Il prend un morceau de pizza dans le frigo, va prendre une douche, lance une machine à laver avec les vêtements qu'il portait ce jour-là. Mais pourquoi Scott ne s'inquiète pas pour sa femme ? Elle est presque à terme. Elle pourrait être aux urgences en train d'accoucher, ou elle aurait pu tomber et blesser son enfant. Scott doit se dire qu'elle a dû partir plus tôt chez sa mère, c'est sûr. À 17h45, il appelle les parents de Lacey et demande si elle est venue plus tôt pour aider Sharon à préparer le dîner du réveillon. Et lorsqu'elle lui répond non, il leur annonce que leur fille a disparu. Don, le beau-père de Lacey, appelle immédiatement la police pour signaler sa disparition. À 18h, les premiers officiers de police arrivent chez Scott et inspectent la maison. Les clés de Lacey, son portefeuille et ses lunettes de soleil sont retrouvées dans son sac à main. Mais l'emplacement du sac à main est assez étrange. Il est caché dans un placard, derrière des foulards. Un autre élément attise la curiosité des inspecteurs. Sur la table de la cuisine se trouve un annuaire ouvert à la page d'un avocat de la défense. La disparition de Lacey est très inquiétante en raison de sa grossesse. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour la police, qui prend très au sérieux sa disparition. Cependant, Scott est étonnamment calme et garde son sang-froid. La police l'interroge sur sa journée et la dernière fois qu'il a vu sa femme. Il raconte qu'il se levait aux alentours de 8h et Lacey était, elle, déjà debout. Il est descendu dans la cuisine prendre le petit déjeuner avec elle en regardant l'émission préférée de Lacey, animée par Martha Stewart. Ce jour-là, Martha préparait des biscuits à la meringue. Selon Scott, Lacey avait prévu de faire des courses, de préparer son brunch de Noël pour le lendemain, de passer la serpillière, de faire des biscuits et de sortir Mackenzie. Lacey était enceinte jusqu'aux dents. Elle ne pouvait pas faire le ménage et surtout pas sortir un chien. Quand le policier lui a demandé ce qu'il faisait de sa journée, Scott a immédiatement sorti un ticket de parking. Il explique qu'il est allé à l'entrepôt de son bureau, envoyé des mails, pris son bateau avec sa camionnette et est allé à la marina à environ 13h pour pêcher l'esturgeon. Sur le chemin du retour, il a essayé d'appeler Lacey sur le téléphone fixe et son téléphone portable,
mais elle n'a pas répondu. Alors il lui a laissé un message. Rapidement, une enquête pour homicide est ouverte en raison du caractère inquiétant de la disparition de Lacey. La piste de l'enlèvement au parc est étudiée, mais très vite écartée. Le parc est très fréquenté, il y aurait eu des témoins, et en plus, Mackenzie est une chienne très protectrice qui aboie au moindre danger. Si quelqu'un s'en était pris à sa maîtresse, elle l'aurait défendu et porterait des marques de lutte. Très vite, tout le quartier se mobilise pour rechercher Lacey. Sa mère, Sharon et Scott commencent à faire le tour du parc ensemble. Elle est vite surprise par le calme et le sang-froid de son gendre. Le détective assigné à l'enquête remarque certains éléments suspicieux. Pour commencer, toute la maison était rangée, ordonnée, mais le tapis d'entrée était plié, comme si quelqu'un avait glissé sur celui-ci ou avait couru et s'était pris les pieds dedans. Il y a aussi un seau d'eau à l'entrée. Ce qui est surprenant car, comme je vous le disais, Lacey était épuisée par sa grossesse, elle s'essoufflait facilement, elle ne pouvait pas bouger, aller à ses cours de yoga et ne pouvait plus promener le chien. Alors ils avaient engagé une femme de ménage qui venait faire le ménage toutes les semaines. Si Lacey était fatiguée et ne pouvait pas faire ça, pourquoi Scott a dit à la police qu'elle devait faire le ménage, à manger et promener la chienne? En général, une femme garde toujours son sac à main à proximité. Alors pourquoi le sac de Lacey était caché dans un placard? Et surtout, certaines déclarations de Scott, comme je vous le disais, ne collent pas du tout avec les éléments trouvés dans la maison. Par exemple, il a lancé une machine à laver seulement avec ses vêtements alors qu'il y avait une bassine de linge sale remplie juste à côté de la machine à laver. Pourquoi n'a-t-il pas lancé une machine entière? Aussi, Sharon et toute la famille affirment que le téléphone de Lacey était cassé depuis quelque temps. Alors pourquoi Scott l'a appelé et lui a laissé un message? Ensuite, les policiers se sont rendus à l'entrepôt et à la marina où Scott a dit qu'il s'était rendu. Dans son véhicule, ils ont trouvé une grande boîte à outils, des sacs de ciment, une grande bâche, des cordes en nylon et des cartouches de fusil. Scott avait prévenu aussi les policiers qu'il était possible qu'ils trouvent quelques traces de sang, car selon lui, il se blessait souvent au golf. Cette remarque a semblé étrange pour beaucoup de policiers, et en effet, ils ont trouvé des traces de sang sur la poignée de porte de la voiture et sur la housse de couette du lit de Scott et Lacey. Dans la boîte à outils, ils trouvent une pince avec un long cheveu noir dessus. Les officiers trouvent un gros bloc de béton et des traces de ciment sur le bateau. Mais pour ça, selon d'autres amateurs de pêche, il s'agirait d'une ancre faite maison. C'est très pratique et très fréquent parce que les vrais sont assez chers. Par contre, à la marina, aucun employé ne se souvient avoir vu Scott. De plus, Scott affirme qu'il a plu cet après-midi-là et c'est pour ça qu'il est allé pêcher et non pas faire du golf. Et surtout, c'est pour ça que ses affaires étaient humides et qu'il a voulu les laver. Mais ce n'était pas le cas, il n'a pas plu du tout. Encore une fois, pourquoi a-t-il menti? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour se salir? Scott a aussi dit qu'il était parti à la pêche à l'esturgeon, mais pourquoi il est parti si tard? Tout bon pêcheur sait qu'il faut pêcher tôt pour espérer récolter beaucoup de poissons. Et en plus de ça, le matériel de Scott n'était pas du tout adapté à la pêche à l'esturgeon, ce n'était pas la saison de l'esturgeon, et c'est une espèce interdite à la pêche dans le Marignat où il s'est rendu. Lorsque la famille de Lacey est interrogée sur le bateau de Scott, personne n'est au courant qu'il en possède un. La police est également interloquée par le tempérament calme et décontracté de Scott lors de son premier entretien officiel. Il ne demande pas plus d'informations sur l'avancée de l'enquête. Il ne semble pas inquiet. Pendant l'entrevue, il reçoit un appel de sa belle-sœur Amy, qui l'informe que toute la famille est réunie chez les parents de Lacey et il l'invite à les rejoindre. À aucun moment, Scott ne demande s'ils ont des nouvelles de Lacey, comme si Scott savait très bien ce qui était arrivé à sa femme. Il est aussi allé sonner chez un voisin à 17h30 pour demander s'ils avaient vu Lacey et leur expliquer que lui était parti au golf toute l'après-midi. Alors qu'il a dit aux enquêteurs qu'il était parti à la pêche. Au fur et à mesure, Scott devient de plus en plus suspect. Qu'a-t-il vraiment fait? Est-il responsable? A-t-il quelque chose à voir avec la disparition de Lacey?
Pendant ce temps, les recherches s'intensifient et de grands moyens sont déployés. Des hélicoptères, la police montée, la police en moto, des chiens de fouille et des unités de sauvetage maritime sont sur le qui-vive. Au total, près de 30 officiers et 900 civils se sont démenés pour trouver Lacey. Le lendemain, le 25 décembre, Scott appelle la police pour demander des nouvelles et pose une question étrange. Est-ce que la police va utiliser des chiens entraînés à repérer des cadavres ? Il a déjà abandonné l'idée de retrouver son épouse vivante. La disparition de Lacey le jour de Noël inquiète le pays entier. Une récompense de 25 000 $ est offerte à quiconque aurait des informations sur Lacey. Ensuite 250 000 et enfin 500 000 $. Les parents de Lacey enchaînent les interviews, mais Scott, lui, refuse de passer à la télévision. Ce qui peut être compréhensible quand sa femme vient de disparaître. Mais les médias eux-mêmes commencent à douter de la sincérité de Scott. Une théorie qui a émergé plus tard est que Scott ne s'attendait pas à ce que la disparition de Lacey attire autant les médias et que la police du petit comté de Modesto n'aurait pas les moyens nécessaires pour mener une enquête d'une telle ampleur. Il serait donc parti du principe que la disparition de sa femme n'inquiéterait personne. Les proches et la famille de Lacey se sont organisés pour distribuer des affiches et créer un site, laceypeterson.com, et ils ont également mis en place un centre au Red Lion Hotel pour faire circuler des informations. Au total, près de 1500 volontaires se sont mobilisés. Mais Lacey, enceinte de plusieurs mois, reste introuvable. Scott est le suspect idéal pour la plupart des gens. Mais vous allez voir que ce n'est pas terminé. L'horreur arrive le 13 avril 2003. Ce jour-là, un couple se promène avec leur chien en bord de mer lorsqu'ils font une découverte macabre. Le corps d'un fœtus en décomposition. Son cordon ombilical est encore bien attaché et semble avoir été arraché. Du ruban adhésif est enroulé autour de son cou et il a une coupure assez profonde sur son corps. Le lendemain, un autre promeneur découvre le corps incomplet d'une femme enceinte portant un pantalon beige et un soutien-gorge de maternité à moins de 2 km de l'endroit où le fœtus a été retrouvé. Le soir même, un autre couple dîne sur une terrasse lorsqu'il remarque un objet qui flotte dans l'eau. Il s'agit d'une tête humaine. Ces 3 morceaux d'un corps si proches ne peuvent pas être un hasard. Le corps, lui, est en état de décomposition avancée, mais l'autopsie révèle qu'elle a été décapitée. Ses membres sont manquants, 2 de ses côtes sont fracturées, et son torse était vidé de tous ses organes, à part son utérus, qui a pu protéger le fœtus. Le médecin légiste a déduit que le bébé a été expulsé du cadavre de la jeune femme. Il a aussi précisé qu'il ne trouvait pas la cause exacte de la mort de la femme, mais que sa mort a causé la mort du fœtus, alors qu'il était encore dans son utérus. Le corps du fœtus, lui, était en meilleur état, même si le côté droit de son corps révélait des signes de mutilation. Quelques jours plus tard, le 18 avril 2003, les résultats du test ADN tombent et les espoirs de la famille de Lacey Peterson s'effondrent. Il s'agit bien de son corps et de son fils Corner. La suite de l'enquête permet d'identifier Scott comme le suspect principal. Il a, comme on le sait, eu de nombreuses relations extra-conjugales et la plus récente était donc avec Amber Frey, une maman célibataire. Ils se sont rencontrés grâce à une connaissance du travail de Scott. Car au travail, Scott disait à tout le monde qu'il était célibataire. Alors que lui et Amber se fréquentaient depuis environ 1 mois, elle apprend dans les journaux la disparition de Lacey et reconnaît Scott sur les photos. La police est sidérée lorsque Amber les appelle pour leur dire qu'elle est la petite amie de Scott. Il était même très investi dans cette relation. Il connaissait la fille d'Amber, offrait des roses, et il parlait même d'avoir des enfants avec elle. Son travail était un bon prétexte pour lui de disparaître quelques jours sans inquiéter ni Amber ni Lacey. Amber raconte que 2 semaines avant la disparition de Lacey, le 9 décembre, Scott a éclaté en sanglots et lui a dit qu'il était veuf,
et que ce serait son premier Noël sans sa femme. Plus tard, la police découvre que le 9 décembre est le jour où Scott a acheté son bateau. Et après la disparition de sa femme, il a continué à discuter avec Amber comme si de rien n'était. Dans les médias, Scott est souvent décrit comme un psychopathe, un homme froid, distant et narcissique. Mais même s'il n'aimait plus Lacey, pourquoi ne pas la quitter ? Le 30 décembre, alors qu'il venait de passer la journée à distribuer des tracts avec la famille et les proches de Lacey, il se met à pleurer et à simuler une crise d'anxiété pendant presque 30 minutes. Mais n'oublions pas qu'il est très doué pour mentir. Certaines de ses actions semblent étranges compte tenu du contexte. Quelques jours après la disparition de Lacey, il s'abonne à une chaîne porno. Il agissait comme si sa femme n'allait pas revenir, comme s'il vivait à nouveau une vie de célibataire. Quand les policiers lui ont montré une photo de lui enlaçant Amber, il a affirmé que ce n'était pas lui et qu'il ne la connaissait pas. Le 24 janvier 2003, la relation entre Scott et Amber est dévoilée aux médias. Ça a été un immense choc pour la famille de Lacey, qui jusque-là défendait Scott malgré les rumeurs. Ça vous rappelle peut-être une affaire très récente et française, le meurtre d'Alexia Daval. Jonathan, son mari, a pendant des mois pleuré sa mort, mangé et vécu avec ses beaux-parents, alors que c'était lui qui avait tué leur fille. Revenons à notre affaire. Scott a des réponses à donner. Il n'est plus ce qu'il aimerait montrer, le mari parfait et aimant. En écoutant ces différents appels, la police est interloquée par sa facilité à faire semblant d'être triste en parlant à la famille de sa femme et à changer de sentiment en quelques secondes en étant enjoué avec Amber. Scott sort enfin de son silence pour donner sa version des faits. Il enchaîne les interviews télévisées. Il a l'air confiant, étant donné qu'à cette période, les corps n'ont pas encore été retrouvés. Scott raconte donc qu'il a dit à Lacey qu'il voyait Amber et que ça ne la dérangeait pas. Mais le public a du mal à le croire et il n'obtiendra pas la sympathie qu'il attend. Le fameux 18 avril 2003, Scott est arrêté à la Jolla près d'un cours de golf où il avait prévu de rejoindre son père. Ses cheveux bruns étaient teints en blond. Sa Mercedes était remplie d'affaires dont 15 000 € en cash, de l'argent en pesos mexicains, 12 cachets de Viagra, des équipements de camping, des vêtements, 4 téléphones portables, son permis de conduire et celui de son frère. Le père de Scott va dire à la police qu'il a utilisé le permis de son frère pour une réduction au cours de golf et que Scott vivait dans sa voiture pour échapper aux médias. Le 21 juin 2004, 6 mois après la disparition de Lacey, le procès de Scott Peterson commence. Il plaide non coupable pour les 2 chefs d'accusation. Durant le procès, la théorie donc de l'accusation est que Scott aurait tué Lacey le 23 au soir ou le 24 au matin. Il aurait transporté son corps dans une grande caisse à outils, l'aurait mis dans sa voiture, aurait ensuite pris son bateau pour se débarrasser du corps, qu'il aurait attaché à des masses en béton pour qu'il ne remonte pas à la surface. Le 12 novembre 2004, Scott a été condamné à mort pour le meurtre avec préméditation de Lacey Peterson et le meurtre de Connor Peterson. Le juge, Alfred Delucci, a qualifié le meurtre de Lacey comme cruel, sans cœur et insensible. Mais le meurtre de Lacey et Connor Peterson a permis la création d'une nouvelle loi, The Unborn Victim of Violence Act, qui reconnaît un fœtus ou un embryon dans l'utérus comme des victimes légales. Sharon et Ron sont allés à la Maison-Blanche pour la signature de la loi par le président Bush. Jusqu'à cette année, Scott attendait dans le couloir de la mort. La dernière exécution en Californie date de 2006. Et en 2020, sa peine a été changée en une peine de prison à vie. Il semblerait donc que Scott va mourir en prison, mais ne sera jamais exécuté. En 2006, la mère de Lacey a écrit un livre. Pour Lacey, une histoire d'amour, de perte et de justice d'une mère. Une biographie à propos de Lacey et Connor. Ron, son beau-père, est décédé en 2018 et a été enterré aux côtés de Lacey et Connor. Le père de Lacey
Dennis Rocha est décédé la même année. L'adage « les apparences sont souvent trompeuses » s'avère plus que vrai pour Lacey et Scott Peterson. Alors que parfois il y a des signes avant-coureurs de violence ou d'abus dans une relation, ici, Lacey ne se doutait pas que derrière le sourire charmeur de son mari se cachait un monstre sans cœur qui n'hésiterait pas à la tuer pour mener une vie de Casanova avec son assurance vie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Minutes de l'Horreur et ce deuxième des épisodes spéciaux de Noël. Vous le savez, pendant tout le mois de décembre, on sort un podcast par semaine avec une affaire qui a eu lieu à Noël ou au jour de l'an. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner, à partager ce podcast sur tous vos réseaux sociaux et à tous vos amis pour le faire découvrir à encore plus de monde. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @les Minutes de l'Horreur. Pendant tout le mois de décembre, on fait des petits concours pour vous faire gagner plein de petits cadeaux sympathiques. Je remercie encore une fois Alexandre qui m'a aidé à écrire ce podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle affaire criminelle. Mais en attendant, faites attention, car comme vous l'avez vu aujourd'hui, les apparences sont souvent trompeuses.